Alors, je vous présente donc nos intervenantes pour cette section sur le secteur de l'enseignement scolaire, Noémie Barra et Agnès de Simone. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de promotion secteur enseignement scolaire, donc à l'agence Erasmus+. Et vous allez nous expliquer qui peut bénéficier du programme pour l'enseignement scolaire, quelles sont les activités possibles, dans quel pays, quelles modalités pratiques pour accéder au financement. Je vous donne la parole tout d'abord à vous, Noémie Barra. Bonjour à tous, bonjour Emmanuel. Donc tout d'abord, pour vous présenter le secteur scolaire dans le programme Erasmus+, je vous propose de regarder les deux publics bénéficiaires du programme Erasmus+. Donc tout d'abord, nous avons les élèves. Et puis nous avons tous les personnels impliqués dans l'éducation et la formation initiale, que ce soit dans des établissements publics ou des établissements privés sous contrat. Aussi, une organisation qui souhaiterait développer un projet en faveur de ces deux types de publics peut être éligible sur un secteur scolaire pour déposer un programme Erasmus. La liste complète des organismes et des publics éligibles est publiée chaque année au BON, c'est-à-dire le bulletin officiel de l'éducation nationale. Et puis toutes les informations que nous allons vous donner par la suite sont sous réserve de la parution du guide, nous l'avons dit ce matin, prévu au printemps. Alors tout d'abord, je vous propose de regarder qui sont les élèves bénéficiaires des projets Erasmus. Alors il faut savoir que les projets Erasmus débutent dès l'entrée à l'école à 3 ans jusqu'au bac. C'est une réalité, malheureusement, Emmanuel, trop peu connue encore. Donc dès la maternelle, dès l'école élémentaire, dès le collège ou jusqu'au lycée général et technologique, on peut faire des projets Erasmus avec ces classes. C'est possible. Au niveau des élèves, quels sont les profils d'élèves qui sont concernés par les projets Erasmus ? Bien sûr, les classes ordinaires et évidemment les sections bilingues et européennes qui sont habituées, qui ont une appétence pour l'ouverture européenne, une appétence pour les langues, mais pas que. On l'a dit ce matin, tous les élèves sont censés participer et pouvoir participer au programme Erasmus+. On pense surtout chez Erasmus à ne pas oublier les élèves qui ont le moins d'opportunités. Je veux parler des zones prioritaires d'éducation, en REP, en REP+, en cité éducative, mais aussi les élèves scolarisés en dispositif UPE2A, les élèves allophones, récemment arrivés en France, mais aussi on pense aux élèves en décrochage scolaire pour qui un projet Erasmus pourrait leur redonner de la motivation, et puis également tous les élèves scolarisés en zone rurale, dans les écoles, dans les collèges, etc. Et évidemment, point phare de l'inclusion, tous les élèves de l'enseignement adapté, que ce soit les élèves en très grande difficulté scolaire de SECPA, mais aussi les élèves en inclusion locale ULIS, pour les élèves qui ont des reconnaissances MDPH. Pourquoi ? On l'a dit ce matin, un des points phares du projet Erasmus et de ce nouveau programme, c'est l'égalité des chances et l'inclusion. Alors, ceci dit, c'est vrai quand même que de faire partir un élève en situation de handicap, c'est pas simple. Alors, effectivement, c'est pas simple, mais ça s'organise. Donc, éventuellement, vous pouvez prendre contact avec votre agence pour parler de ce thème-là. Mais ce cas de figure a été envisagé chez Erasmus en amont. Pour ce faire, pour qu'aucun élève ne soit laissé pour compte et qu'il puisse bénéficier de la mobilité avec son groupe classe, des choses sont prévues. Par exemple, des aménagements spécifiques sont pris en compte. On peut par exemple financer avec Erasmus la location d'un véhicule qui pourrait permettre de véhiculer son fauteuil roulant. Il est également possible de réduire la durée de sa mobilité si cela lui permet de partir avec sa classe sans le mettre en difficulté. Aussi, on peut financer la mobilité de son AESH. Donc, si on peut faire apparaître sur le bandeau peut-être. Donc, l'AESH, c'est la personne qui gère et qui encadre l'enfant dans son quotidien, donc l'accompagnant des élèves en situation de handicap. Donc, il est possible de financer la mobilité pour permettre à l'enfant de partir avec sa classe. Voilà. Et également, très important pour tous les publics qui ont le moins d'opportunités, il est possible de financer pour les organisateurs une visite préparatoire qui permettra en amont de parfaire l'organisation sur place avec les partenaires d'accueil du pays. Et de résoudre parfois les difficultés qui peuvent se poser. Tout à fait. Ça, c'est pour les élèves. Qu'est-ce qu'il en est pour les personnels, Noémie ? Alors, voici Emmanuel pour les personnels maintenant. Donc on pense communément et à tort, c'est bien dommage que les projets Erasmus ne concernent que les professeurs de langue. C'est complètement faux. Tous les enseignants sont concernés.
du premier degré, du second degré, les enseignants spécialisés de SECPA, ULIS, les enseignants du RASED. Tous les enseignants sont concernés et peu importe leur matière, professeurs de PS, de musique, d'art, de technologie, tous. Au niveau des personnels administratifs, donc vous voyez que la liste est très longue. Également, ils sont concernés. On peut parler aussi des secrétaires, des gestionnaires, aussi les agents techniques comme les chefs cuisiniers des établissements scolaires, les agents d'entretien, d'accueil, et puis évidemment les personnels de direction, que ce soit les proviseurs, les principaux, les directeurs d'école ou de SECPA. Les inspecteurs ne sont pas oubliés également, les IEN, les IAIPR, les IEN ASH dans le handicap, les conseillers pédagogiques aussi. On n'oublie pas non plus les personnels sociaux et de santé, par exemple les médecins scolaires, les infirmiers scolaires, les anciens conseillers d'orientation qu'on appelle les psychologues de l'éducation nationale, les assistantes sociales, tous ces personnels sont aussi conviés dans le programme Erasmus. Grande spécificité de ce nouveau programme, un accent est mis sur les professionnels de la petite enfance, ainsi les directrices de crèche, les auxiliaires de puériculture, les personnels d'entretien et de restauration qui œuvrent dans ces structures-là, sont aussi concernés. Enfin, tous les autres acteurs, que ce soit les assistants d'éducation, les AED, les ATSEM, les animateurs des centres de loisirs, tout le monde est concerné. Oui, on est vraiment là au cœur de l'ouverture du nouveau programme. Agnès de Simone, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire avec des financements Erasmus ? Eh bien Emmanuel, les possibilités sont grandes, que ce soit pour les personnels ou pour les élèves. Donc débutons par les personnels. Tout d'abord, il est possible avec ce programme sur le secteur scolaire de partir observer des pratiques. On peut imaginer par exemple un groupe mixte composé d'enseignants de différentes matières, d'inspecteurs, de conseillers pédagogiques, mais également de cadres du principal du collège par exemple, qui partiraient tous ensemble dans un établissement irlandais pour observer des pratiques, observer les méthodes d'enseignement, observer les rythmes scolaires, les relations entre les élèves et les enseignants. Tout cela est possible sur une durée allant jusqu'à 2 mois. Il est également possible de partir suivre un cours ou une formation dans un autre établissement en Europe. Donc on pense communément à un stage linguistique, mais on peut également aller suivre une formation sur une thématique donnée, par exemple comment intégrer le numérique aux apprentissages ou encore quel est l'apport des neurosciences aujourd'hui dans les enseignements. Tout cela est possible sur une période allant jusqu'à 1 mois. Ensuite, pour les enseignants, plus spécifiquement, ils peuvent partir enseigner en Europe sur une période qui peut aller jusqu'à 1 année dans un autre établissement scolaire partenaire. Bien sûr, pour mettre en place toutes ces activités, il faut échanger en amont avec son inspecteur et son rectorat académique. Vous avez également la possibilité d'accueillir un professionnel au sein de votre structure qui pourra dispenser une formation à vos élèves ou à vos personnels. Enfin, dans les projets Erasmus, on peut également travailler avec des partenaires européens, échanger avec eux et, si on le souhaite, créer des contenus innovants. C'est possible aussi. Passons maintenant aux élèves. Pour les élèves, il est possible, Noémie l'a dit, de réaliser des visites préparatoires pour les élèves qui auraient moins d'opportunités. Il est également possible pour ces élèves de partir rencontrer d'autres élèves, travailler avec eux sur des thématiques communes, sur une période pouvant aller jusqu'à 1 mois. Et enfin, il est également possible de partir faire une partie de sa scolarité en Europe dans un établissement partenaire pour les élèves qui ont plus de 14 ans, et ce, jusqu'à 1 année scolaire. Agnès de Simone, certains disent que du coup les échanges scolaires n'existeraient plus dans le nouveau programme. Eh bien Emmanuel, soyez rassurés et soyez-le tous, les rencontres entre élèves se poursuivent dans ce nouveau programme et elles sont même au cœur du secteur de l'enseignement scolaire et du programme 2021-2027. Ce qui change, c'est la manière de s'y prendre. C'est-à-dire que les élèves partent toujours rencontrer d'autres élèves. Ils travaillent ensemble sur des thématiques communes, donc par exemple la Seconde Guerre mondiale en histoire ou encore la programmation en technologie. Mais la différence,
c'est aujourd'hui que chaque établissement scolaire dépose son propre dossier et demande ses propres financements pour ses personnels et ses élèves. Ce qui est intéressant, c'est que nous ne sommes plus, comme ça pouvait l'être auparavant, tributaires d'un partenaire qui se désisterait au dernier moment et ferait tomber à l'eau le projet que l'on a construit ensemble. Donc, plus de souplesse dans ce nouveau programme et donc une grande nouveauté, les rencontres entre élèves qui auparavant étaient donc relevées de l'action clé 2 échange scolaire rejoignent maintenant la mobilité des personnels dans l'action clé 1 mobilité. Vous avez parlé tout à l'heure de la petite enfance qui était aussi inclus, c'est-à-dire avant la maternelle. Si je suis par exemple une directrice de crèche, est-ce qu'il y a des activités qui sont possibles pour des personnels de ma structure en crèche? On ne va pas faire voyager les bébés dans toute l'Europe, mais est-ce qu'on peut européaniser la crèche? Tout à fait, Emmanuel. Donc, effectivement, on ne fera pas voyager les bébés, mais par contre, le secteur de la petite enfance est inclus dans le secteur scolaire et il est tout à fait possible pour une directrice de crèche, par exemple, qui souhaite faire monter en compétence ses personnels ou qui souhaite partir observer des pratiques dans une autre crèche en Europe, de le faire. Elle peut prétendre à des financements Erasmus. Donc, on imagine une équipe pluridisciplinaire de la crèche, donc éducateurs de jeunes enfants, psychomotriciens, directrices, qui partiraient tous ensemble dans une crèche, donc en Suède, puisque c'est un pays, par exemple, qui est souvent cité comme étant à la pointe de l'éducation, pour aller observer aussi bien les méthodes d'éveil, l'accompagnement des familles ou la prise en charge et l'organisation des enfants. Concernant les destinations, est-ce on peut aller partout? Alors, on en a parlé déjà un petit peu ce matin, mais plus spécifiquement sur le secteur scolaire, il est possible de partir dans les 33 pays participants que vous voyez ici à l'écran. Bien entendu, les 27 pays membres de l'Union européenne, les 6 pays que vous voyez ici à droite, donc Norvège, Islande, Liechtenstein, Macédoine du Nord, Turquie, Serbie. À noter également les régions ultrapériphériques et les pays et territoires d'outre-mer de tous ces pays sont éligibles. Donc aussi bien les Açores, les Canaries, la Réunion, ça, vous n'avez que l'embarras de choix et ça peut faire rêver. Voilà, alors rappelons pour ceux qui prendraient la journée en cours de route, on l'a réexpliqué ce matin bien sûr, le Royaume-Uni avec le Brexit est sorti du programme Erasmus+, pour la période 2021-2027, même si le précédent programme court jusqu'à la fin des projets avec le Royaume-Uni. Noémie, tout ça, ça donne quand même bien envie de se lancer. Je voudrais que vous nous expliquiez maintenant quels sont les liens entre le programme Erasmus+, et puis les priorités de l'éducation nationale. Alors bien sûr, Emmanuel. Tout d'abord, au niveau des liens avec les priorités de l'éducation nationale, on peut corréler les apprentissages par le biais d'un programme et d'un projet Erasmus, tout simplement au niveau des thématiques, des parcours qui sont étudiés à l'école. Je veux citer par exemple les parcours citoyens, de santé, à venir, le parcours d'éducation artistique et culturelle. C'est une première façon de corréler un projet Erasmus à des enseignements. Aussi, le document de référence pour monter ces enseignements et bâtir ces apprentissages, c'est le socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Voilà, donc il est possible de travailler tous les domaines par le biais d'un projet Erasmus. Pour vous donner quelques exemples, on peut travailler de nombreuses compétences dans le domaine 1, donc des langages pour penser et communiquer. Par exemple, on peut travailler comprendre, s'exprimer, interagir en langue vivante. Dans le domaine 2, des méthodes et des outils pour apprendre, on peut parler de coopérer et réaliser des projets, mobiliser des outils numériques pour penser, échanger et communiquer avec ses pairs européens. Et puis évidemment, toutes les compétences du domaine 3, la formation de la personne et du citoyen sont un excellent moyen de raccrocher un projet Erasmus dans son quotidien d'enseignant. Au niveau des bénéfices et des impacts, ils sont très nombreux. Cela fait l'objet d'ailleurs d'études qui sont menées à l'issue de chaque projet européen, qui font partie des rapports finaux. On peut les ranger sur différents niveaux. Donc tout d'abord, les impacts sur les élèves, sur les enseignants, sur les établissements et sur les familles.
Donc je ne vais pas pouvoir vous faire le détail de tous ces impacts et bénéfices tant ils sont nombreux. Par contre, je vous invite à regarder sur le site de l'agence Erasmus le guide qui s'intitule « Diffusion et impact dans les projets scolaires Erasmus+. C'est le guide de référence. Pour vous citer quelques exemples sur les élèves, par exemple, la montée en compétences linguistiques est indéniable dans les projets Erasmus, puisque les langues sont le vecteur des échanges avec les pairs européens. Mais aussi, on note souvent, après les projets Erasmus, un sentiment de citoyenneté plus grand, une tolérance envers les cultures différentes. Et puis, très important, c'est dans l'air du temps, on s'intéresse beaucoup, et les projets Erasmus sont très favorables pour cela, c'est le gain en confiance de soi, en estime de soi, en bien-être tout simplement auprès des élèves. Aussi, comme l'a dit monsieur le recteur ce matin, il est noté que des élèves qui ont bénéficié de projets Erasmus dans leur scolarité poursuivent leurs études après le bac. Et ça me semble très important et significatif sur l'impact des projets sur la suite. Aussi, dans les établissements scolaires, on note que des projets Erasmus permettent d'améliorer les relations entre adultes, entre enseignants, enseignants, direction, mais aussi entre les enseignants et les élèves. Cela crée des rapports de confiance. Et puis aussi entre les adultes de l'établissement scolaire et les familles. Aussi, un projet Erasmus participe grandement au rayonnement d'un établissement, que ce soit dans le secteur, mais aussi au niveau académique. Je viens de parler des familles. Souvent, les familles sont les premières séduites par les projets Erasmus, dans la mesure où les financements Erasmus couvrent souvent la totalité des frais liés à la mobilité. Aussi, on sait très bien que les familles sont les meilleures ambassadrices pour parler d'un établissement scolaire. Donc, c'est un détail que je voulais souligner. Enfin, sur les enseignants, donc travailler avec des pairs européens, c'est forcément enrichissant. Observer les pratiques, ça permet d'enrichir sa propre pratique au quotidien, mais aussi ça permet de monter en compétences linguistiques, même si on n'est pas professeur de langue. Également de parfaire sa pédagogie de projet, de travailler de façon soudée avec ses collègues dans l'établissement. Et aussi, j'ai envie de dire, les projets Erasmus, ça donne vraiment un nouveau souffle à votre carrière, ça donne vraiment un bol d'air. Voilà. Et on le voit beaucoup dans les vidéos, hein, ça, dans les témoignages. Tout à fait. Vous trouverez justement sur la chaîne de l'agence un nombre considérable de témoignages de professeurs qui montrent l'impact de ces projets dans leur vie professionnelle. Ouais. Alors, c'est vrai que tous ces bénéfices, on en a parlé aussi ce matin. Là, on est vraiment sur l'enseignement scolaire. Agnès, dites-nous concrètement comment on fait pour monter maintenant un projet Erasmus pour ce qui est du secteur scolaire. Tout à fait. Donc, Emmanuel, c'est assez simple. En fait, vous avez deux actions clés principales pour le secteur de l'enseignement scolaire. Et selon vos besoins, selon les objectifs que vous souhaitez atteindre, deux voies s'offrent à vous. Si vous souhaitez que vos personnels suivent une formation, observent des pratiques, que vos enseignants partent enseigner à l'étranger, si vous voulez accueillir un professionnel, organiser des rencontres pour vos élèves et leur permettre de suivre une partie de leur scolarité en Europe, alors c'est l'action clé 1 mobilité des individus qui répondra à vos besoins. Si par contre, ce que vous souhaitez faire, c'est plutôt échanger avec des partenaires européens, coopérer, travailler ensemble, mutualiser vos pratiques de travail et élaborer des productions novatrices ou transférer des savoir-faire que vous avez pu observer ailleurs, alors c'est l'action clé 2 partenariat vers laquelle vous devrez aller. À noter vraiment sur ces deux actions, pour les élèves, l'objectif, c'est vraiment que les élèves puissent acquérir de nouvelles compétences, s'ouvrir, développer un véritable sentiment de citoyenneté européenne et acquérir donc des compétences en langue, en numérique ou autre. Pour les personnels, c'est qu'ils puissent intégrer une période, une expérience européenne dans leur formation pour se décentrer de leur quotidien, pour aller voir ce qui se fait ailleurs et ensuite pouvoir l'adapter à leur quotidien de travail au jour le jour. Bon, alors en tout cas depuis ce matin, ceux qui nous suivent depuis ce matin, ils sont très nombreux. Je crois que vraiment s'il y a quelque chose qu'on a déjà gravé dans le disque dur, c'est action clé 1, les mobilités, action clé 2, les projets de partenariat. Noémie, on revient sur l'action clé 1. Oui, bien sûr. Alors, je vais vous présenter l'action clé 1, donc, qui est l'action pour faire bouger, que ce soit les personnels ou les élèves.
Alors, les habitués des projets Erasmus vont être ravis de découvrir cette particularité du programme 2021-2027 qui est l'accréditation. Pourquoi ? Parce que c'est un véritable sésame, une porte d'entrée qui va simplifier les démarches administratives qui étaient réputées très lourdes par le passé, mais aussi qui va accorder une plus grande souplesse à votre projet, dans la mesure, on va le voir après, vous pourrez faire des ajustements au fil du temps. Aussi, vous aurez une visibilité à plus long terme, et puis surtout, vous avez des financements garantis toute la durée du programme, c'est-à-dire jusqu'en 2027, une fois décroché, ce qui n'est pas anodin. Alors, vous avez deux façons de décrocher l'accréditation. Première façon de la décrocher, vous êtes un établissement scolaire ou bien une collectivité territoriale, par exemple une mairie, et vous allez demander l'accréditation pour votre propre chef pour en faire bénéficier vos personnels et vos élèves. Avant de passer à la deuxième façon, je voudrais préciser que toutes les structures, petites ou grandes, c'est-à-dire une petite école rurale ou bien un grand lycée citadin, peuvent demander l'accréditation de façon bénéficiaire, comme je viens de le dire. Deuxième façon de procéder, c'est déposer son accréditation en consortium, c'est-à-dire qu'une structure va déposer une accréditation pour en faire bénéficier les partenaires, donc d'autres structures qui seront donc partenaires du consortium. Exemple, un lycée pourra demander une accréditation pour en faire bénéficier les collèges et les écoles aux alentours, ou bien une collectivité territoriale pourra déposer une accréditation pour en faire bénéficier toutes les écoles de sa ville, autant les personnels scolaires que les professeurs des écoles et les élèves. D'ailleurs, on note à ce sujet que les projets déposés en consortium entre les collectivités territoriales et leurs bénéficiaires améliorent notablement leurs relations et la qualité de leurs échanges par la suite. Aussi, on peut citer dans les consortiums les académies, les rectorats qui vont demander des accréditations en consortium pour en faire bénéficier, par exemple, tous les personnels de l'académie ou bien les élèves. C'est selon les objectifs visés par leur accréditation. Donc, Agnès et moi, nous vous invitons vraiment à déposer votre accréditation. C'est vraiment une porte d'entrée qui va faciliter la suite de vos projets. Alors pour tout ce qui est accréditation, trouver des partenaires en consortium, etc., il y a énormément d'outils, on en a parlé ce matin. Je vous invite vraiment à revoir les séquences du matin en replay, Erasmus+, pas à pas par exemple, pour aller trouver les bonnes docs quand vous ne savez pas comment trouver par exemple des partenaires. Tout à fait. Est-ce qu'on parle, Agnès non, oui, j'aurais juste quelques mots à préciser par rapport à l'action clé 1. Alors, si on vient de dire l'accréditation, c'est très bien, c'est le sésame, la porte d'entrée. Si vous avez obtenu l'accréditation, vous avez des financements de mobilité qui sont assurés jusqu'en 2027, nous venons de le voir. J'imagine que derrière la caméra, vous êtes plutôt dans le cas où vous n'avez pas pensé à déposer l'accréditation à la première session de 2020. Ce n'est pas grave. Plusieurs solutions s'offrent à vous, pas de panique. Première solution, vous pouvez rejoindre un consortium accrédité. Tout simplement, à partir du 26 février, vous aurez à votre disposition sur le site de l'agence la liste des consortiums auxquels vous pourriez vous joindre. Deuxième solution, nous allons le voir par la suite, vous pouvez candidater à des projets courts de mobilité. On va les détailler juste après. Et puis, troisième solution, surtout en contexte de crise sanitaire actuelle, vous pouvez tout simplement attendre le prochain appel à candidature, l'accréditation 2021 qui aura lieu en octobre. Donc si je récapitule, voilà à l'écran les deux dynamiques de projet dans l'action clé 1 qui est la mobilité, je le rappelle. Donc faire bouger ses élèves et ses personnels. D'un côté, à gauche, vous avez l'accréditation. Donc vous voyez que c'est un projet d'une structure ou plusieurs structures en consortium. Je précise que toutes les structures en consortium doivent être françaises. C'est un projet sur du long terme qui peut aller jusqu'à 7 ans, avec des financements garantis sur toute la durée du programme 2021-2027, et puis qui peut octroyer un nombre conséquent de mobilités, par exemple plusieurs centaines de mobilités pour un rectorat académique. À droite, vous voyez à l'écran les projets courts de mobilité, qui sont les projets d'une seule structure, sur une courte période qui peut aller de 6 à 12 mois. Précision, on ne peut déposer que 2 projets en 5 ans maximum, avec un financement accordé qui est ponctuel et lié à ce projet spécifique. Et au niveau du nombre de mobilités possibles, on ne peut aller que jusqu'à 30 mobilités, qui incluent personnel et apprenants. Je dirais donc en conclusion
si vous me le permettez, que pour des habitués au programme Erasmus, optez plutôt pour l'accréditation, même si les nouveaux sont les bienvenus. Si vous voulez vous lancer avec précaution, débuter avec un petit projet, priorité aux novices pour les projets courts de mobilité qui pourront vous permettre de gagner en confiance et de déposer l'accréditation. Vous pouvez d'ailleurs déposer votre projet court de mobilité et l'accréditation aussi pour le futur. Bon. Vraiment, merci pour tous ces conseils très précis et qui sont moins froids que quand on lit un catalogue, un programme, même s'il va être indispensable, bien sûr, de découvrir dans quelques mois le nouveau programme Erasmus+, qui sera en ligne. Agnès de Simone, on parlait là des financements. Un mot, un peu plus de précision sur ce que recouvrent les financements. Tout à fait, un mot un peu plus technique sur quel financement, pour quel type d'action vous pouvez obtenir des financements sur cette action clé 1, quel poste budgétaire, comme on dit à Erasmus. Donc tout d'abord en amont de la mobilité. On en a parlé, il est possible de partir faire une visite préparatoire pour les publics ayant moins d'opportunités. Il est également possible d'avoir accès à un soutien linguistique sous la forme d'une plateforme qui vous permettra une remise à niveau en langue. Et ensuite, vous avez un forfait qui est alloué également pour le soutien organisationnel, c'est-à-dire toutes les dépenses qui seront liées à la préparation et au soutien des participants ou à l'achat d'équipements, pourquoi pas. Ensuite, la mobilité en tant que telle. Sont prises en charge différentes choses. D'abord, le voyage, c'est-à-dire que votre transport est pris en charge et on l'a dit, notre programme est plus vert. Donc, il y aura également, si vous utilisez des transports plus doux comme le train, une bonification. Ensuite, le soutien individuel, c'est-à-dire seront pris en charge sous forme de forfait sur place, aussi bien les repas que l'hébergement. Si vous avez opté pour un cours payant, un forfait vous sera alloué également pour pouvoir payer ce cours. Alors, enfin, c'est important le forfait parce que ça peut permettre, si on se débrouille bien dans sa gestion budgétaire de cette somme forfaitaire, parfois de faire partir plus d'élèves que ce qui était prévu. Tout à fait, Emmanuel. Sur maintenant que la mobilité des élèves a rejoint cette action clé 1, on va pouvoir effectivement, si on se débrouille bien, si on part dans les familles, si on part en train, en bus, que ça coûte moins cher, on va pouvoir faire partir plus d'élèves avec les forfaits que l'on aura obtenus. Et je termine juste sur les forfaits. Donc un soutien spécifique, inclusion, on en a parlé, une bonification et également la possibilité de demander pour des coûts exceptionnels pour votre projet ou vos publics sous certaines conditions. Voilà, ça c'était pour l'action clé 1, la mobilité. L'action clé 2. Alors, je poursuis sur l'action clé 2. Donc, l'action clé 2, partenariat. Là, on est vraiment sur des projets qui font travailler ensemble des partenaires et qui répondent à des priorités européennes en matière d'éducation et de formation. Des priorités transverses, on en parle depuis ce matin, le numérique, le développement durable, et également des priorités sectorielles. Pour nous, sur le scolaire, on retrouve souvent la lutte contre le décrochage scolaire ou encore le développement des compétences clés. Donc l'objectif, c'est on trouve des partenaires européens, on travaille tous ensemble sur une thématique commune, on mutualise nos pratiques pédagogiques et on peut, si on le souhaite, créer des contenus innovants. Ces contenus, ce peut être donc des MOOC, des modules pédagogiques, des applications mobiles. Pourquoi pas ? C'est assez ouvert. Dans ces projets-là, la mobilité n'est pas une fin en soi, vous l'avez compris. Et donc l'idée, c'est vraiment d'apporter une réponse collective à différentes thématiques et à différentes questions que l'on peut se poser. Je pensais à un projet, par exemple, qui a été déposé sur la lutte contre le harcèlement scolaire. Donc, différents acteurs, ce sont des collectivités, associations, des établissements scolaires qui vont travailler ensemble pour comparer leurs méthodes et leurs outils de réponse à ce problème de harcèlement scolaire et qui vont ensemble élaborer ce qui leur semblera vraiment le mieux, la meilleure réponse. Et ensuite, ils vont l'expérimenter sur tout leur territoire. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant. Il y a deux types de projets. Donc, les projets de petite échelle ou les projets de coopération. Donc, selon ce que vous souhaitez faire, vous partirez sur un ou un autre type de projet. Les plus petits d'abord.
Il suffit d'être 2 organismes issus de 2 pays du programme. Vous pouvez obtenir des niveaux de subvention forfaitaires. Si vos objectifs sont petits, plutôt un forfait de 30 000 €. Si vous avez des objectifs plus importants, un forfait de 60 000 €. Et la durée de ces projets peut aller de 6 à 24 mois. Si par contre vous souhaitez mener un partenariat plus ambitieux, vous pouvez déposer un partenariat de coopération. Il faudra être minimum 3 organismes issus de 3 pays du programme et vous demanderez des subventions qui seront proportionnelles aux objectifs que vous vous êtes fixés et au périmètre de votre projet. La durée de ces projets d'1 an jusqu'à 3 ans. Sachez que pour ces partenariats, différents postes budgétaires, vous pourrez obtenir des financements pour différents types de choses, donc aussi bien la coordination, le suivi ou la gestion du projet, également le financement de vos activités ou de vos productions innovantes. Voilà. Alors, donc, peut-être dire un mot aussi sur l'aspect calendrier, si on a loupé le bon moment pour demander son accréditation. Oui, alors tout à fait, on va faire un petit point. On imagine que vous êtes un proviseur de lycée en province. Vous souhaitez, à l'issue de cette présentation, déposer un projet Erasmus. On vous a donné envie et ça serait super. On aurait rempli notre mission. Donc, voilà comment procéder. On pourrait vous conseiller déjà de prendre comme copilote dans votre établissement votre gestionnaire, sans qui un projet Erasmus ne peut pas aboutir et ne peut pas réussir. Ensuite, vous êtes dans le second degré, certainement. Vous avez probablement nommé votre RAEI, donc l'enseignant référent aux actions internationales et européennes. Donc grâce à lui, grâce à sa motivation pour les projets européens, mais aussi peut-être que c'est un enseignant DNL expérimenté des projets dans les établissements précédents, vous allez pouvoir, avec ce trio, débuter votre équipe de pilotage du projet. Je vous invite par exemple à demander à planifier un conseil pédagogique où vous inviterez tous les personnels de votre établissement et à l'issue de ce conseil, vous allez certainement motiver des personnes pour se joindre à l'aventure. À l'issue de quelques réunions, vous allez pouvoir, comme vous l'a dit Laura ce matin, Aude également, vous allez définir des objectifs grâce aux besoins de votre établissement, vos envies également, selon les activités que vous a présentées Agnès tout à l'heure. Donc, ces besoins vont demander une rédaction d'objectifs et les activités Erasmus vont permettre d'atteindre ces objectifs. Vous aurez là ce qu'on appelle, avec les priorités du programme, votre plan Erasmus. Ensuite, j'imagine que ce qui vous intéresse, c'est à cette date, vous souhaitez savoir, nous sommes le 14 janvier, que peut-on faire? Est-ce que c'est trop tard? Est-ce qu'il est encore temps de raccrocher le wagon pour s'avancer dans l'aventure Erasmus? Bien, tout à fait, c'est le bon moment, puisque la plupart des candidatures se réalisent au printemps. Donc au printemps 2021, c'est-à-dire demain, vous allez pouvoir déposer un projet court de mobilité ou bien rejoindre un consortium accrédité. Donc je l'ai dit tout à l'heure, la date c'est le 26 février pour les candidatures qui ont été déposées en octobre 2020. Vous n'oublierez pas de demander vos financements si vous faites partie des heureux élus des premiers candidatés au premier appel à proposition 2020. Et puis, vous pourrez déposer un des 2 projets partenariats que vous a explicité Agnès juste avant. Donc tout se passe au printemps, sauf si vous souhaitez plutôt démarrer des projets à la rentrée scolaire 2022 et prendre votre temps, toujours par exemple en lien avec la crise sanitaire qui peut perturber grandement vos projets. Donc à l'automne 2021, dans ce cas-là, vous pouvez vous consacrer à déposer l'accréditation pour du long terme, pour une perspective d'ouverture de votre établissement plus importante, et ce jusqu'en 2027. Donc si je récapitule, vous voyez que au niveau de la temporalité pour les établissements scolaires et les collectivités territoriales, il faut retenir que tout se passe au printemps, hormis l'accréditation qui se prépare et se dépose en automne. Oui. Si vous voulez vous lancer, vous ne serez pas seul, oui, évidemment. C'est ce que j'allais dire, parce que quand même, les calendriers, d'ailleurs on l'a vu ce matin, sont très précis. Donc, si on a un doute, si on peut se faire accompagner? Tout à fait. Alors, pour vous faire accompagner, tout est prévu à l'agence. Vous avez, pour un premier niveau d'information, le réseau des développeurs Erasmus. Donc, vous trouvez leurs coordonnées sur le site de l'agence, mais également tout simplement en tapant développeurs Erasmus dans tout moteur de recherche.
Ils pourront vous aider. Deuxième solution, notamment si vous êtes un établissement scolaire, votre interlocuteur de référence reste votre DAREC, donc la délégation académique aux relations européennes internationales de coopération. Donc les DAREC, sachez qu'ils travaillent main dans la main avec l'agence Erasmus, ils connaissent parfaitement le programme et d'ailleurs ils dispensent de formations pour vous accompagner dans les projets Erasmus dans le cadre du PAF que les enseignants connaissent bien puisqu'il s'agit du plan académique de formation. N'hésitez pas à les contacter et également pour connaître les consortiums accrédités de votre secteur. Aussi, et je vous invite vraiment à tenter l'aventure, surtout si à titre individuel vous n'avez jamais fait de projet Erasmus ni votre établissement, allez donc sur le site de l'agence Erasmus, tapez Rencontre européenne Erasmus, vous verrez que par secteur et par thématique, vous pouvez vous inscrire et sur 2-3 jours, en présentiel ou en distanciel, vous pourrez avoir l'opportunité de rencontrer des pairs, des collègues européens avec qui vous allez découvrir le programme ensemble, mais aussi pouvoir tisser du lien pour faire des projets au retour de cette belle expérience européenne. N'hésitez pas, je vous précise qu'il reste des places sur toutes les rencontres européennes Erasmus+. Qu'on se le dise, voilà, c'est une expérience qui peut être très enrichissante à titre personnel. Ouais, le message est passé et c'est vrai que c'est extrêmement important de rencontrer aussi des gens, que ce soit en digital ou en présence physique, pour vraiment pouvoir échanger en direct. Tout à fait. Et puis, encore à titre personnel, en tant qu'enseignant, vous pouvez d'ores et déjà travailler les projets européens avec votre classe, avec la plateforme eTwinning. Mais eTwinning, ce n'est pas simplement une recherche de partenaires européens pour travailler isolé dans sa classe, c'est aussi une plateforme incontournable pour la réussite de votre projet Erasmus. Je laisse Agnès vous présenter eTwinning, on en a parlé d'ailleurs ce matin, mais là on va vraiment être focus sur l'enseignement scolaire. C'est une plateforme qui est très utile pour trouver des partenaires européens, en effet, notamment. Tout à fait, Emmanuel. C'est vraiment une plateforme incontournable sur le secteur de l'enseignement scolaire. Donc eTwinning fait partie d'Erasmus, de ce programme, et c'est une plateforme qui regroupe une communauté professionnelle de 850 000 enseignants qui sont issus de 43 pays. Donc les fonctionnalités sont grandes, je vais vous en présenter quelques-unes pour le secteur scolaire. Donc on l'a dit, on l'a redit, c'est vraiment la plateforme privilégiée pour la recherche de partenaires, le bon coin pour discuter, rencontrer des partenaires, que ce soit pour des projets eTwinning en ligne ou alors spécifiquement pour des projets Erasmus, puisque vous avez des rubriques qui sont classées par âge de vos élèves. Donc ça, vraiment, pour le scolaire, c'est important. Vous voyez 4 ans, 11 ans pour le primaire, 12, 15 ans, collège, 16, 19 ans. Donc voilà, n'hésitez pas, selon l'âge de vos élèves, vous pouvez rencontrer des partenaires européens. Ensuite, vous avez la possibilité de créer un Twin Space. Alors un Twin Space, qu'est-ce que c'est ? C'est un espace de travail dédié qui vous permettra de déjà décrire votre projet, de mettre en place le planning, de faire voir les différentes activités et les résultats de votre projet. Et il y a différents outils très utiles sur ce Twin Space, aussi bien une messagerie, un forum de discussion, un chat, une visioconférence, ou aussi la possibilité pour les élèves d'aller déposer leurs travaux qu'ils vont réaliser dans le cadre du projet. Ensuite, donc, 2 manières de faire. Soit on décide de mener des activités 100% virtuelles, donc on mène un projet eTwinning à distance, soit on mène un projet hybride qui articule avant, entre les mobilités et après, des activités virtuelles avec les mobilités Erasmus de vos élèves. Ce qui est également intéressant, c'est qu'avec eTwinning, on peut impliquer tous les apprenants, pas seulement ceux qui vont partir en mobilité, mais aussi d'autres classes de votre établissement scolaire. Bien sûr, ça permet aussi de valoriser son projet, parce que ce Twin Space, ça peut être une vitrine publique de votre projet, et donc ça permet ensuite que les résultats puissent être consultés par tous. Il existe également un label eTwinning de qualité avec une rubrique spécifique Erasmus qui permettra, si vous demandez ce label, de valoriser votre projet comme un projet de bonne qualité, de bonne pratique. Enfin, il existe des formations, soit des formations très pratiques sur comment créer son Twin Space, comment utiliser les outils, ou alors des formations européennes sur des thématiques sur eTwinning Europe.
Une nouvelle formation a été créée en collaboration entre eTwinning et l'agence Erasmus. Donc je vous invite vraiment à aller la consulter et à la suivre. C'est une auto-formation qui s'adresse aux porteurs de projets Erasmus+, et aux futurs candidats. Et dans le cadre de la crise sanitaire, ça peut être vraiment intéressant de bien voir comment on va articuler des activités virtuelles avec les mobilités qui seront réalisées par la suite. Pour les infos pratiques sur eTwinning, le site etwinning.fr sur lequel vous pouvez vous inscrire, le bureau d'assistance nationale eTwinning France qui est à votre disposition et également les correspondants académiques dans chaque académie qui vont pouvoir dispenser des formations pour vous. Donc si l'on récapitule toutes les ressources que vous avez à disposition, même si vous pouvez aussi vous référer aux sessions de ce matin pour compléter, si vous voulez tout connaître sur Erasmus, nous vous invitons à vous rendre sur le site de l'agence erasmusplus.fr. Si vous souhaitez découvrir Erasmus en vidéo, vous avez à votre disposition la chaîne YouTube de l'agence qui regorge de vidéos. On est ici grâce au prix de la Fondation Hippocrène. On a la chance d'avoir eu le prix collège et le prix public. C'est un projet avec 5 pays. La France, l'Espagne, la République tchèque, la Pologne et la Roumanie. Il y a 2 temps dans le projet. Le premier temps, c'est former les jeunes aux gestes de premier secours. On a assisté à une formation de premier secours, donc le PSC1 en anglais. Du coup, c'est un gros plus pour moi vu que maintenant je peux réagir face à quelqu'un qui est en détresse. Et dans un deuxième temps, inciter la population à se former aux gestes de premier secours. On a développé des affiches dans les 5 langues sur 9 situations de détresse. Sur l'affiche, on demande « Que feriez-vous » Si la personne ne sait pas, elle flashcode l'affiche. Vous serez renvoyé sur une vidéo YouTube avec la procédure à suivre selon le type de détresse. Il y a 9 films en anglais qui sont déjà accessibles par QR code et on est en train de finaliser au niveau du projet. On va les sous-titrer dans chacune des langues des 5 pays partenaires. Et les affiches, il y aura 5 jeux de 9 affiches dans chaque langue du pays partenaire. J'ai fait une vidéo sur la suffocation avec une élève de République tchèque. Ce projet, ça m'a aidé. Parce que comme j'aime les photos, j'ai filmé quelques films, quelques vidéos et j'ai pu faire les montages aussi, comme j'aime bien. J'ai pu parler donc anglais vu que le projet est basé autour de la langue anglaise et espagnol aussi lors de ma mobilité en Espagne. Ça m'a ouvert sur les autres pays. Vraiment, je suis allée en République tchèque et en Espagne. Je parle toujours avec mes copains correspondants. Et après, culturel et social, vu que j'ai pu voyager dans différents pays et connaître des personnes avec qui je suis encore en contact aujourd'hui. Il y a eu la Web TV d'Oloron, elle a fait des reportages sur le projet. On a créé une chaîne YouTube aussi. Et il y a la Patrouille de France qui est venue à Oloron pour faire un clin d'œil au projet. Nous sommes à l'école d'Aulnay de Saint-Ange, en Charente-Maritime, dans une école élémentaire et une école maternelle. C'est un projet où il faut jouer pour grandir et on le fait avec des écoles grecques, une école grecque et polonaise. Ce projet concerne 170 élèves français, une centaine d'élèves grecs et une centaine d'élèves polonais. Ce projet est basé autour des jeux. On a fait des jeux pour envoyer aux Polonais et aux Grecs. Games are very important for the kids because they related to their development. The French people has a culture of playing games, and this is very typical here because in Poland we don't have such thing. Par le jeu, nous avons créé de nombreuses choses. Tout d'abord un logo. On a fait des dominos, des jeux de cette famille. Puis ensuite, nous avons créé de nombreux jeux culturels afin de présenter nos pays. Et finalement, nous allons créer un grand jeu commun qui sera joué lors de festivals de jeux dans tous les pays européens. On a fait des gâteaux polonais. I would like to give you the list. Donc là, Dorota va vous donner la recette en polonais.
Il va falloir qu'on comprenne notre recette en polonais pour pouvoir faire les gâteaux. Ce projet a apporté aux enfants tout d'abord une ouverture culturelle, puisqu'ils ont découvert d'autres pays, d'autres cultures, d'autres façons de vivre. Nous avons aussi travaillé la découverte d'autres langues, l'anglais comme langue commune pour discuter, et puis aussi le partage de valeurs qui sont communes à tous ces enfants européens. On va aller à Strasbourg, au Parlement européen, pour recevoir le prix. Il faut absolument jouer pour grandir, parce que c'est la base de la vie, le jeu.